Bonjour, merci d'être présent parmi nous. Je suis Pierre Sigrist, je suis directeur de la technologie chez Epic & Poc. Epic & Poc, c'est une start-up qui s'est créée il y a quelques années sur le territoire azuréen. On est bien entendu des enfants du pays et ils ont été très très contents de s'installer ici. Et puis, je remercie le département de nous accueillir et de nous donner en fait cette tribune où je vais présenter en fait avec mon ami Paolo Mora, qui est responsable de l'innovation à l'IMRED, dans l'université de Nice. On va présenter en fait, on va vous expliquer sur quels sont les travaux de recherche sur lesquels nous travaillons de manière conjointe avec un certain nombre d'autres industriels et de chercheurs, pardon, pour pouvoir en fait travailler sur des environnements bienveillants. On va voir ce que c'est des environnements bienveillants et surtout travailler sur l'expérience utilisateur dans toute cette manne de dispositifs de plus en plus intelligents. On parle d'intelligence artificielle, on parle de systèmes autonomes. Et où est l'humain dans tout ça? Donc nous, on est vraiment dans le centre, au cœur de nos préoccupations, c'est l'humain. L'humain augmenté, l'humain qui est assisté en fait avec des systèmes bienveillants qui sont interconnectés, on le verra. Et donc l'idée de cette tribune, de cette présentation, c'est de vous donner en fait une petite perspective de à quoi pourront ressembler nos environnements demain, bienveillants bien entendu. Alors je vais vous présenter rapidement ma société. Moi je suis issu du monde de l'automobile et puis on travaille toujours dans le monde de l'automobile. On est une petite start-up d'une quinzaine de personnes. On est basé en fait à Sophia Antipolis, c'est notre siège social, c'est le berceau de notre R&D. Et puis on a aussi, en tout cas dans le monde de l'automobile malheureusement ou heureusement, notre business est plutôt à Paris, donc on a des bureaux qui sont à Paris. Et puis on a aussi en fait une représentation dans le Michigan, à Détroit, puisque c'est aussi le berceau de l'automobile. Voilà, donc on est 16 employés, on a comme activité des activités d'innovation, de recherche, des activités du UX design qui sont vraiment très orientées vers l'expérience utilisateur. Et puis le cœur de notre savoir-faire, c'est le logiciel embarqué que l'on met dans les voitures, mais que finalement, qui a des mêmes vertus pour pouvoir être embarqué dans les lieux de différents types. On travaille sur une solution qui est, je vous la présenterai, qui est une solution qui se veut être agnostique de l'écosystème dans lequel elle travaille et qui est vraiment orientée sur l'utilisateur final pour pouvoir en fait sortir, on va dire, toute la partie expérience utilisateur de toutes les arcanes et de toutes les problématiques technologiques sur lesquelles en fait tous les produits viennent un petit peu s'échouer. Et finalement, on se retrouve en fait avec des produits qui sont vraiment techno-push et qui ne sont pas suffisamment orientés expérience utilisateur. Alors depuis notre création, on a travaillé sur plein de projets différents. On a travaillé sur des projets de Smart City avec des zébras intelligents qui s'allument lorsque le piéton se présente, lorsqu'une voiture est détectée dans les environs. On a travaillé énormément dans le domaine du cockpit intelligent. Vous avez peut-être vous avez vu déjà notre maquette, notre prototype de véhicule de cockpit intelligent pour des véhicules hautement automatisés. C'est un véhicule, c'est un projet qui est financé par la région, qui est en collaboration avec Renault, avec l'INRIA, avec Avisto et puis avec Epic & Poc. Et puis on essaye d'imaginer en fait quelles seront les interactions entre un véhicule hautement automatisé et puis un humain. Et puis l'idée, c'est d'avoir quelque chose de collaboratif. Lorsque l'humain atteint ses limites, c'est le véhicule qui prend la main. Et puis quand c'est le véhicule qui atteint ses limites parce qu'il ne sait plus conduire, parce qu'il a une avarie ou que les conditions météo ne sont pas au rendez-vous, qu'il puisse rendre à la main en fait à l'humain. On travaille en fait avec notre cœur de métier, c'est le service, mais on travaille aussi sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui, qui est plutôt la partie R&D et notamment les activités que l'on fait en fait avec l'IMRED. Alors aujourd'hui,
tout est smart. On parle de smart home, on parle de smart building, de smart cockpit, de smart car, de smart mobility, de smart city. Finalement, qu'est-ce que c'est le smart? Aujourd'hui, le smart, c'est quelque chose qui est de plus en plus... qui capture de plus en plus de données, qui essaye de découvrir finalement, de s'optimiser, de donner plus de sécurité, de pouvoir en fait anticiper un certain nombre de choses, de rendre les choses qui sont a priori pas intelligentes, d'essayer de leur donner en fait une intelligence. Mais voilà, en tout cas, on voit bien qu'on est toujours dans une approche en silo, c'est-à-dire qu'un smart building, ça ne parle pas à une smart car, ça ne parle pas forcément en fait à un smart home, ça ne parle pas en fait à un smart cockpit de voiture, et ni à des services en fait de smart mobilité. Et donc voilà, qu'est-ce que le but de faire tous ces systèmes qui sont smart, comme on l'a dit, c'est de pouvoir en fait optimiser, c'est-à-dire automatiser des tâches qui sont un petit peu répétitives, de pouvoir avoir une utilisation, une consommation optimale des ressources qui sont utilisées par le système, d'avoir peut-être plus de sécurité, de vérifier en fait qu'il n'y a pas d'incendie, que tout se passe correctement dans le lieu. Qu'aujourd'hui, voilà, une personne est habilitée, enfin la personne qui rentre dans le lieu est bien habilitée en fait à y pénétrer, et puis de pouvoir éventuellement optimiser et déclencher la gestion des interventions, si en cas d'incendie de prévenir les pompiers, en cas de malaise de pouvoir prévenir les premiers secours. Et puis ensuite, donc ça c'est vraiment les deux premières principales là, de ce but de créer des systèmes smart. Et puis en fait finalement, on essaye de voir la partie confort, la partie humain. Qu'est-ce qu'on peut en fait faire pour que les humains se sentent mieux dans ces espaces dits smart. Alors on essaye d'anticiper des besoins, on essaye de deviner en fait ce que l'utilisateur va faire, ce qu'on peut imaginer qui va avoir, enfin quels vont être ses besoins, quelles sont ses dérives en fait dans le temps peut-être pour des personnes un peu plus seniors, d'essayer de voir en fait, d'essayer sans être forcément Big Brother, d'essayer d'imaginer ce dont les gens ont besoin pour en fait avoir plus de support. Donc, comme on l'a dit, ces smart espaces doivent pouvoir en fait s'adapter aux différents usages, aux différents usagers. On voit bien que même un même objet, on ne va pas l'utiliser de la même manière suivant nos émotions, suivant notre caractère, suivant une période de notre vie. Donc il faut que tous ces espaces-là, tous ces objets, en fait, soient suffisamment intelligents pour essayer de capturer en fait vos émotions, pour essayer de capturer vos habitudes, pour essayer justement de détecter des anomalies, essayer de pouvoir en fait corriger la manière dont ils interagissent avec vous. Et c'est ce qu'on montre aussi dans le cockpit qu'on a en démonstration, c'est qu'en fonction d'une certaine seniorité par rapport à l'utilisation de ces espaces-là, le système doit pouvoir en fait réagir différemment, parce qu'en fait on ne réagit pas tous de la même manière, et que bien malin qui peut prédire quel est le bon fonctionnement en fait d'un système sans avoir en fait la notion d'apprentissage, la notion d'adaptabilité. L'exemple qu'on prend toujours, c'est finalement le confort, c'est quoi dans une voiture? Moi, je peux très bien décider que le confort, c'est 20 degrés dans une voiture pour tout le monde, mais peut-être que pour vous, ça ne sera pas 20 degrés, et peut-être que pour vous, ça sera une autre température. Et il faut donc que ces systèmes, en fait, puissent apprendre, parce qu'on va être sur des systèmes, sur des environnements qui vont être de plus en plus partagés. Le véhicule de demain, on voit bien que peut-être qu'on ne sera plus propriétaire de ces véhicules-là, donc il faudra que le véhicule en fait devienne votre véhicule
le temps du trajet. Il faudra que peut-être les bureaux, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ne dédient plus des bureaux pour leurs employés. Donc il faut en fait on réserve son bureau pour pouvoir venir travailler en présentiel. Et donc il faut que cet espace de travail devienne le vôtre le temps en fait que vous l'occupez. On voit bien que lorsque vous utilisez des services de location en ligne où l'habitation d'une personne va devenir la vôtre, comment en fait on fait que une partie de cette habitation devienne la vôtre sans venir dénaturer en fait le bien du propriétaire originel. Donc voilà, l'idée derrière tout ça, c'est finalement d'avoir une vie sans couture. Une vie sans couture, c'est-à-dire que lorsqu'on passe d'un système à un autre, il faut qu'on puisse en fait idéalement avoir l'expérience que le système, ou en tout cas la connaissance que le système a créé de vous, un système A qui vous a vu en fait pendant un petit moment, qui sait dans quel état vous êtes, dans quel est votre caractère, quelles sont vos émotions du jour. En fait, idéalement, il faudrait que ce système-là puisse vous redonner vos données pour que vous puissiez en fait les échanger avec le prochain système que vous allez utiliser, le prochain système Smart, qui saura en fait prendre en compte d'avoir en fait un apprentissage continu de système en système et non pas siloté sur le fait que je suis au Palais des Festivals, le Palais des Festivals a capté un certain nombre d'informations qui me concernent et puis quand je sors, ces informations-là ne servent à plus personne parce qu'elles restent en fait localisées dans le palais par exemple. Donc comment en fait on devient smart sans grand mystère, en fait voilà, il faut qu'il y ait des capteurs d'activité parce que finalement le smart c'est qu'il y ait une boucle de retour par rapport à ce que le système vous donne. Aujourd'hui, lorsque vous prenez votre voiture, la voiture, elle a été, ou lorsque vous avez de la domotique, en fait, la domotique a été pensée d'une certaine manière, et puis finalement, le système, la logique de ce système-là ne bouge pas parce qu'il n'y a pas de boucle de retour de savoir comment vous allez utiliser votre espace d'habitation, comment vous allez utiliser votre bureau. Et puis, voilà, donc il va falloir des systèmes de détection de présence, de localisation, des détecteurs de mesure, des capteurs de température, de consommation, d'incendie, etc., etc. Des systèmes de contrôle d'accès pour vous permettre en fait d'accéder ou pas à des lieux. Il faut aussi des applications métiers, parce qu'en fait dans un smart building, il faut en fait une application métier qui va gérer l'énergie, qui va gérer l'électricité, qui va gérer la climatisation. Et on voit bien que tous ces systèmes-là ont été développés par des acteurs différents, avec du silotage forcément. Et comment en fait on arrive à remettre tous ces systèmes, arriver en fait à créer une cohésion de tous ces systèmes. En fait, il faut créer de la connexion intersystème. Il faut que pour l'utilisateur, que j'interagisse avec le système de climatisation, le système d'énergie, ma domotique, etc. Il faut que ce soit la même chose, quel que soit le fournisseur et quel que soit en fait on va dire la nature de ce système-là. Et puis en fait, pour devenir smart, comme on l'a dit, il faut de l'intelligence artificielle, il faut des données, et puis il faut du big data. D'accord ? Donc il faut qu'on puisse en fait apprendre de vous. Apprendre de vous, on le verra de manière bienveillante, peut-être contrairement à nos amis des GAFAM. Et puis donc de pouvoir en fait créer des logiques qui vont venir en fait se moduler en fonction de vos utilisations du moment, de vos utilisations dans le temps, et que ces systèmes-là vous donnent l'impression de prendre, parce que c'est toujours de l'intelligence artificielle, on a déjà eu des colloques sur ce sujet-là, ça reste de la technologie, ça reste de la technique, mais il faut en fait en tout cas que ces systèmes puissent continuer à répondre à vos usages tout au fil du temps. Finalement, les challenges de tout ce qu'on vient de dire, c'est d'allier un certain nombre de composants qui sont des composants technologiques, qui sont des composants très très tech, qui sont des composants qui sont très axés métiers. Comment en fait on arrive à faire que tous ces composants-là qui créent en fait l'intelligence d'un espace viennent créer surtout l'émotion des utilisateurs qui les occupent.
que ce soit une voiture, que ce soit un smart home, que ce soit un smart building. Mais en fait, c'est ça la définition du smart product, c'est un produit qui va savoir créer l'émotion parce que à un moment donné, vous avez l'impression que le système vous connaît. Alors, vous connaît, on verra ce que ça veut dire. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il connaît forcément votre arbre généalogique, contrairement à certains des acteurs de ce milieu-là. Mais en tout cas, qu'il sache que vous correspondez en fait à tel profil et que voilà, vous avez un certain nombre de besoins, vous avez un certain nombre d'habitudes. Et voilà, c'est ça qui va créer en fait l'émotion. C'est un petit peu comme avec les humains. Finalement, on se souvient d'une personne par les émotions que vous avez créées, que vous avez eues en fait avec cette personne-là. Et bien en fait, un smart system, c'est vraiment quelque chose qui crée l'émotion, qui donne l'impression que le système est vraiment intelligent et bienveillant. Alors, qu'est-ce que c'est en fait finalement un système bienveillant? C'est un système qui me connaît, mais qui ne sait pas forcément qui je suis. D'accord ? Contrairement en fait à nos amis des GAFAM où forcément, lorsque vous interagissez avec Alexa, avec Google Assistant, vous vous êtes enregistré sur un compte, on sait qui vous êtes identifié de telle et telle manière et on sait que voilà, toutes les données, en tout cas on prend soin de vous, mais toutes les données que vous allez donner à ce système-là vont aller chez eux, il n'y aura rien qui sera donné en retour. D'accord ? Un système bienveillant, c'est un système aussi sur lequel je vais avoir le contrôle de mes données. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'ai pas confiance dans le système, je ne donnerai pas en fait mes données et je ne permettrai pas que ce système les échange en fait avec un autre système. D'accord ? C'est un système qui apprend de moi et qui me rend en fait ce qu'il a appris, c'est ce qu'on disait. En fait, il faut que l'expérience que j'ai créée en fait ou que j'ai eue en fait dans un espace, elle puisse me permettre en fait d'avoir une expérience augmentée dans le prochain espace en fait que je vais occuper et qui n'a pas été forcément conçu par le même architecte ou par le même concepteur. Et puis c'est finalement un système, comme on le disait, qui crée en fait l'expérience utilisateur qui correspond à mes besoins. Et ces besoins-là, on voit bien que on a des réactions, on a un certain nombre d'utilisations qui sont liées à notre humeur du jour, à notre façon d'évoluer aussi dans le temps. Et il faut que ce système-là, en fait, soit adaptatif. Tout ça pour vous dire que finalement, l'idée, comme dans les systèmes de reconnaissance faciale, etc., où les données sont sur une petite carte, c'est-à-dire que les données ne sont jamais diffusées dans le cloud parce que ce sont des données biométriques, etc., l'idée finalement, ce serait peut-être de créer en fait un passeport d'expérience dans lequel vous avez vos caractéristiques du moment, vos caractéristiques, on va dire, nominales, et puis l'apprentissage que les différents systèmes ont fait de vous pour que, lorsque vous pensez qu'un système est bienveillant dans lequel vous allez pénétrer, en fait, vous puissiez en fait échanger avec ce système-là tout ce que les autres ont pu créer de vous pour que votre expérience soit augmentée dans ce lieu-là. D'accord ? Alors, notre cas d'usage, en tout cas notre fil rouge, ce sont les travaux que l'on fait avec l'IMRED et on voit bien que aujourd'hui les grands manques, ce sont le continuum. En tout cas, l'idée qu'on essaye de pousser, c'est finalement d'avoir une continuité entre le chez-soi, entre nos déplacements et puis nos lieux de travail ou en tout cas nos lieux d'activité. Et vraiment, c'est ce qui nous anime en fait au niveau des travaux que l'on fait avec l'IMRED. Et plus particulièrement, nous, on travaille sur l'operating system de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que comment en fait on rend tous ces systèmes interopérables pour que l'utilisateur, lui, puisse interagir toujours de la même manière, quel que soit le concepteur, quel que soit le fournisseur en fait de l'expérience de l'espace de vie dans lequel vous allez évoluer. Voilà. Alors, très vite, je vais repasser la main en fait à Paolo parce que finalement on va retomber dans les mêmes biais que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut imaginer plein de choses, on peut imaginer plein de systèmes intelligents. La preuve par l'exemple, c'est de pouvoir en fait utiliser et de mettre en confrontation des utilisateurs dans un lieu de vie, dans un lieu d'expérimentation en grandeur nature. Donc là, je te laisse Voilà, pour résumer un peu tout ce qu'on a parlé ici, notre intérêt, en réalité, c'est d'utiliser la technologie pour rendre la vie plus agréable chez nous. Aujourd'hui, si on parle de la maison,
on parle de la maison de demain. Et la maison de demain, c'est pas une maison connectée. La maison connectée, c'est une maison d'aujourd'hui. La maison de demain, c'est une maison qui va nous accompagner, qui va permettre, nous, de vieillir dans la maison, de grandir dans la maison, hein, d'approprier la famille, de rendre cette maison plus agréable pour nous. Et ce n'est pas la maison en elle-même, mais c'est vraiment cette continuité des villes. Hein, c'est cette innovation qui permet de connaître, hein, et de passer d'un côté à l'autre, hein, sans sentir la technologie. Et l'acceptabilité de cette technologie, exposer les gens à la technologie, c'est notre intérêt dans ce laboratoire. Hein, c'est de connaître vraiment les ressentis des gens pour rendre la technologie plus agréable, hein, plus humaine. C'est ça qu'on travaille aujourd'hui avec Pick and Pock, avec VA, avec Secours, hein, avec tous les partenaires qui travaillent avec nous sur cette maison. Hein, c'est beaucoup de gens qui travaillent pour rendre la vie plus agréable. Hein, c'est ça la message qu'on voudrait passer. Hein, je sais qu'on a passé un peu le temps ici pour expliquer exactement qu'est-ce que c'est une maison de demain. Mais Imred, il est là. Hein, la maison, elle existe. Hein, c'est une maison qui est à l'intérieur d'un bâtiment où on fait des expérimentations, on fait des travaux, on fait des avancements de technologie. Hein, et vous êtes aussi invité pour connaître la maison après sur les sites d'Imred ou même sur une visite sur place. Et bon, merci beaucoup. Bonne journée.